Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Comme chaque semaine, je compte sur vous pour notre succès. Alors pensez à commenter, à partager et bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air. Tout cela améliore le référencement et c'est grâce à vous que nous franchissons toujours de nouveaux records. Alors cette semaine, on va s'intéresser à l'actualité nationale et tout particulièrement à un fléau qui s'aggrave de jour en jour, l'insécurité. Roanne, Nantes, Paris, vol, agression, viol, les délits et les crimes s'enchaînent et face à cela, nous assistons à un tombereau de mensonges et d'inaction. Qui protège encore les Français? Est-il temps de réagir? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, le criminologue Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on l'a dit, la sécurité en France est visiblement pas un problème qui intéresse Emmanuel Macron. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, d'ailleurs sur ce plateau, en votre compagnie. De votre point de vue, est-ce que la situation est plus grave qu'avant ? Elle se répand et elle se diffuse dans la France profonde. Le gouvernement actuel et le précédent, c'est-à-dire le même, ont trouvé une bonne idée. Au lieu d'installer de plus en plus de clandestins et d'immigrés n'ayant rien à faire ici dans les métropoles, maintenant ils les mettent par petits paquets dans les provinces. Et donc, naturellement, ce qui se produisait dans les métropoles se produit maintenant dans les moyennes et même dans les petites villes. Et les gens sont très surpris, donc ils poussent des cris, ils se plaignent, les journaux en parlent. Et donc, il y a un tintamarre qui vient de la France profonde qui montre que les choses ne s'arrangent pas. Ça ne s'arrange pas en profondeur. Par exemple, là, il y a 3 ou 4 jours, il y a eu des émeutes dans un endroit, une toute petite ville qui se trouve genre à 10 km ou 15 km d'Annonay. Hein, et un banlieue de Lyon ? Non, c'est en Ardèche. Ah pardon, autant donc, pour moi. C'est plus bas. Et j'ai eu... Le bled est tellement petit que j'ai eu du mal à le trouver sur la carte, quoi. Ah oui. Avant, c'était le 9-3. On savait. Voilà, c'est le 9-3, un petit peu l'île Roubaix-Tourcoing, un petit peu la banlieue lyonnaise. Mais là, maintenant, c'est partout. Donc, il y a une généralisation. Et un ami, un monsieur fort, sage, etc., qui n'a pas l'habitude de s'affoler pour un rien, me disait qu'il revenait de sa maison de campagne du Lot, où le coiffeur, c'est pas une profession sanguinaire, hein. Le boucher, bon, il y a du sang et tout, tandis que là, coiffeur, c'est paisible, hein. Il vient d'acheter un fusil parce qu'il en peut plus, il a été cambriolé 2 fois et à terme, alors récemment, encore un magistrat a dit les gens n'ont pas à se faire justice eux-mêmes. Bon, mais si personne ne fait justice pour eux, si les gens sont cambriolés à répétition, si des gens entrent dans leur demeure et les attachent sur le fauteuil, prennent tout ce qu'il y a chez eux, ce qu'on appelle les braquages à domicile ou homejacking en anglais, voilà, comment ils font les gens ? Ils sont censés se laisser piller avec le sourire en attendant que monsieur le juge, qui a 300 dossiers sur son bureau et donc qui peut rien faire au lieu d'en avoir 30, auquel cas il pourrait faire. Voilà, c'est ça le problème. Les choses ne s'arrangent pas en profondeur. Là, on a vu à Roanne, typiquement, une petite fille qui aurait été agressée sexuellement par un mineur isolé guinéen. Il serait rentré dans la maison, il aurait été agressé la petite. Finalement, les parents l'auraient reconnue, ils l'auraient retrouvée et donc... le père, avec des amis, lui a expliqué qu'il ne fallait pas qu'il recommence. Donc avec un peu de violence, ils ont quand même appelé la police derrière. L'incriminé, le suspect, a depuis déposé plainte contre le père. Et effectivement, comme vous le disiez, le procureur a fait savoir qu'en France, il y avait un état de droit et qu'il ne fallait pas se faire justice soi-même. Mais précisément, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'état de droit ? Mais ce que ce monsieur disait là est une théorie. Dans la pratique, il n'y a plus d'état de droit. C'est-à-dire, l'état de droit reste dans les textes, mais quand on descend au niveau de la base et au niveau de la rue, tous les jours dans les journaux, je lis, on conserve tout ça, on a une base de données. Hein. Si les fact-checkers sont intéressés, on peut leur en remplir une brouette. Hein. Sur des actes qui se passent, vous avez des gens qui sont des multirécidivistes. Multirécidivistes, ça veut dire qu'ils ont plusieurs fois été condamnés.
multiréitérants, ça veut dire qu'on les a interpellés pour, je sais pas, avoir tiré la langue aux gens dans la rue, mais qu'à la suite de quoi ils n'ont pas été condamnés. Mais multirécidivistes, donc c'est grave. Des gens qui sont des multirécidivistes, qui sont surpris dans la rue en flagrant délit à commettre des actes graves, incendie volontaire, c'est un crime, ça n'est pas une contravention ou un délit, et qui ressortent du tribunal avec une admonestation du style pas beau, faut pas recommencer, ou alors dans le pire des cas on leur demande si ça les dérangerait pas trop de porter un petit bracelet comme ça à un moment donné, mais ils sont dans la rue et le bracelet n'empêche absolument pas de commettre des infractions et parfois des crimes. Donc dans la réalité, et surtout dans la France de la grande périphérie, la France périurbaine et maintenant à la campagne, les gens sont laissés à eux-mêmes. Il y a 2 fois moins de patrouilles, il y a des fois 3 fois moins de patrouilles. Dans les zones entre police et gendarmerie, chacun dit « mais oui, mais c'est pas moi, c'est toi », etc. Donc, vous savez, le découpage, il est pas net. Il y a des fois des zones comme ça, un peu grises. Et donc, dans ces endroits-là en particulier, dans ce qui n'est plus tout à fait la ville et pas encore complètement la campagne, vous avez des gens qui sont abandonnés et laissés à eux-mêmes. Dans les petits journaux de province, les gens sont à bout, dans quel quartier ils ont peur, c'est partout et c'est tout le temps. Je crois que sous la frime et les mensonges de M. Darmanin, une grande détresse règne dans la population de ces zones périurbaines et un jour, il y aura un drame. Quand vous expliquez là que des multirécidivistes sont quand même relâchés après avoir commis des crimes, c'est pas un problème de police, là, c'est un problème de justice. C'est un problème du continuum pénal. Vous savez que quand on parle de continuum pénal, on veut dire que au début, une infraction est commise, l'infraction donne lieu à une enquête, la police intervient, la police défère à la justice, après ça, il y a des actes de justice, et si c'est grave, l'individu en question finit en prison. Donc on a la police et la gendarmerie, ensuite la justice et enfin la pénitentiaire. C'est ce continuum-là qui ne marche pas, qui à l'heure actuelle mais à aucun niveau, fonctionne pas. Est-ce que c'est centré sur un endroit le problème ? Comme toujours, une armée est fragile à l'intersection entre les divers régiments. Vous voyez, donc entre la police et la gendarmerie, il n'y a pas que de l'amour. Entre la police et la gendarmerie d'une part et la justice de l'autre, il y a une grande incompréhension sur le fait que des lascars qui ont 10 fois fait des actes graves sont dehors plus vite que le malheureux qui est en train de taper. Nous avons interpellé machin avec les phrases rituelles, etc., la procédure, et après ça, il est dehors avant eux. Et enfin, le fait que bien peu aillent en prison. Et ceux qui vont en prison, ils font la loi, et donc ça ne les guérit absolument pas, ça ne leur fait pas comprendre. Ça les a guéris, oui. Voilà, c'est ça. Donc encore récemment, il y a l'interception d'un go-fast, vous voyez les voitures bourrées de drogue qui vont à toute vitesse sur les routes. Il y a l'interception d'un go-fast quelque part dans l'ouest de la France. Dans l'opération d'interception, un gendarme est très grièvement blessé. Peu de temps après, on arrête 2 individus, on les met à l'hôpital parce qu'ils sont un peu blessés, ils ne sont pas surveillés, ils s'enfuient, et au revoir, bonsoir, etc. Vous voyez, c'est comme ça, quoi. C'est la pagaille qui s'instaure petit à petit, et l'ordre républicain, qui auparavant était bafoué dans ce qu'on appelait les quartiers, les territoires perdus de la République, maintenant ça se généralise. Maintenant c'est tout le pays, quoi. Notamment dans les endroits naguère paisibles de la France périurbaine et de la France profonde. Et alors, petite parenthèse, j'entendais hier à la télévision des commentaires qui expliquaient que l'affaire Lola, par exemple, n'aurait pas eu, ou l'affaire de Roanne n'aurait pas pu se produire en Corse. Comment voulez-vous que je réponde à ça? Comment ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une population homogène, quand la population vit encore selon des règles qui existent dans cette île et nulle part ailleurs dans la France, c'est-à-dire on vit en Corse en grande partie selon des normes qui étaient les nôtres dans le temps, c'est-à-dire une société fondée sur les lois de l'honneur et de la vengeance. Récemment, je parlais avec un
éminent représentant de cette île, qui me disait qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait des pompiers qui étaient venus pour éteindre un incendie dans une barre de HLM dans la banlieue d'une ville corse, barre de HLM peuplée de Maghrébins, et que les pompiers en question avaient reçu des cailloux et des pierres et des trucs jetés du haut des immeubles, et immédiatement la population des villages alentours était arrivée, et que si la police et la gendarmerie ne s'étaient pas précipités, approchaient de la zone en question venus des villages des alentours, tous armés, et du style, on ne touche pas au... Voilà, c'est-à-dire les pompiers viennent pour vous aider, donc c'est odieux. En plus, ils ne sont pas armés, vous comprenez, évidemment. Donc, mais heureusement que les policiers ou les gendarmes, je ne me souviens plus, sont arrivés pour dire oh non, calmez-vous, etc. Autrement, ça allait se terminer par un carnage. Alors voilà ce qui se passe dans des sociétés où règne encore une certaine noblesse de comportement, où la veuve et l'orphelin, vous voyez, tout ça, etc., et où on ne tolère pas un certain nombre de choses. Mais ça, la France, hors la Corse, est sortie de ce mode de vie depuis bien des décennies. Mais donc c'est l'État qui l'a poussé à en sortir, parce que finalement, on lui a dit, on ne fait plus de vengeance, on ne se comporte pas comme ça, c'est la justice et la police qui réglera votre problème. C'est le monopole de la violence légitime de l'État. Voilà, c'est l'instauration de l'État de droit qui a mis fin à de tels comportements. Alors les Corses, du fait qu'ils ont une culture originale, qu'ils ont une langue, etc., donc ils se sont tenus un peu à l'écart de ça, ils ont conservé les réflexes qui font que on est en sécurité quand on est ami avec eux, quoi. Il n'y a pas de problème. T'es un ami, voilà. On est en famille. Hein. Mais si vous essayez de trouver des comportements comme ça dans la banlieue parisienne, je vous souhaite bonne chance. Hein. C'est-à-dire que là-bas, il y a la peur du Corse et en métropole, il n'y a plus la peur du gendarme. Il n'y a plus, voilà, c'est fini. C'est-à-dire que pendant pratiquement un siècle et demi, vous savez comment ça se passe. Napoléon ordonne d'installer la gendarmerie sur tout le territoire français et chaque brigade de gendarmerie était une journée de cheval de l'autre. Voilà. À partir du moment où ce maillage-là existe sur le territoire, à partir du moment où la police dans les villes et la gendarmerie dans la campagne font leur travail, à partir du moment où on modernise cet appareil-là suffisamment souvent pour qu'il s'attaque aux réalités nouvelles, Clémenceau, les brigades du Tigre, pourquoi ça? Parce que il y a des voitures et donc les bandits, c'est les premiers braquages de la bande à Bono, les anarchistes, là, en 1910-1911. Alors à ce moment-là, on remarque qu'ils s'enfuient des lieux de braquage, non plus à cheval, mais avec des voitures. Alors il faut créer des brigades motorisées pour répondre à ça. Et Clémenceau, homme de gauche mais homme d'ordre, finit par arranger les choses en créant ce qui va devenir la police judiciaire, qui est aussi un problème qui se pose à l'heure actuelle, car M. Darmanin, entre diverses acrobaties, veut l'abolir. Bon, donc vous aviez et ça a marché très bien pendant un siècle, ou même plus. Maintenant, cet ordre-là est en train de disparaître parce que la justice est réduite à l'état de clochard. Songez que, en termes de nombre de procureurs, c'est-à-dire le nombre de gens qui représentent l'État dans l'appareil judiciaire et qui mènent des actes de justice à la suite de quoi ils disent « Monsieur Machin mérite 15 ans de prison ». Puis après ça, il y a un tribunal, il y a un procès, et puis à la fin, on arrive à une sentence. Mais en nombre de procureurs, la France a moins de procureurs que l'Albanie. Au secours! Qu'on ait moins de procureurs que l'Allemagne, que l'Angleterre, on peut dire oui, mais non, chez nous, la justice, mais que l'Albanie, c'est une honte. Et en termes de justice, enfin, pour en terminer, le laxisme de la justice est tel que, par exemple, pour ce qui s'agit du trafic de stupéfiants, le Conseil de l'Europe a fait une étude comparative des peines réelles que prenaient les individus qui avaient été arrêtés avec 20 grammes de hashish, avec 100 grammes d'héroïne, avec etc. La France, en termes de laxisme, elle est pire que la Hollande, elle est pire que les Pays-Bas. On a, en termes de loi sur les stupéfiants,
un des codes les plus répressifs, mais en théorie. Et dans la réalité des faits, on est pire que la Hollande. On condamne moins, on envoie moins de gens en prison, on réprime moins que la Hollande. Alors, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas réprimer à tout bout de champ, qu'il n'y a pas que ça dans la vie, etc. Mais quand même moins que les Pays-Bas, c'est pas glorieux, quoi. Donc, il y a une espèce de cathédrale de papier, et puis à l'étage en dessous, il ne se passe rien. C'est ça la situation présente. Alors, vous avez commencé cette émission, Xavier Ruffer, comme d'habitude, avec assez peu de langue de bois, et vous avez mis les pieds dans le plat en parlant tout de suite du lien potentiel qu'il y avait entre cette criminalité, cette insécurité et l'immigration. Je vous propose d'écouter très rapidement Emmanuel Macron, et puis on fait le point juste après. Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Quand on regarde la délinquance, par exemple à Paris, où on a une forte concentration de cette délinquance, de cette immigration illégale, justement. Oui, elle est très présente dans les faits de délinquance. Bon, alors là, c'est du Emmanuel Macron dans le texte, comme d'habitude. Il n'y a pas de lien, mais il y a quand même un lien. Cet homme n'y connaît rien. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire est idiot. Clairement. Voilà pourquoi. Oui, il y a un lien existentiel entre immigration et criminalité ou délinquance, mais ce qu'il aurait pu dire, c'est que le lien en question n'est en rien motivé par l'ethnie, par la race des gens qui commettent les actes en question. Je l'ai déjà dit 10 fois, je l'ai déjà dit chez vous. Oui, la base de la pédagogie, c'est la répétition. Alors revenons-y. Quand les Irlandais ont immigré aux États-Unis, immigration des Irlandais aux États-Unis, il y a eu une vague criminelle terrible. L'anecdote qu'il faut toujours citer, c'est quand vous avez des individus qui sont ramassés la nuit, c'est par le quart de police secours, et dans l'argot parisien, comme avant c'était des trucs grillagés, on appelle ça le panier à salade. Ce qu'on appelle panier à salade à Paris, à New York, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais. Pourquoi ? Parce que tous ceux qu'on ramassait à mort, etc., ou alors ivres morts, etc., et dans les rues, c'était des Irlandais. Voilà. Et donc, également, alors, les Italo-Américains, la mafia, etc. Mais parce que quand les gens arrivent dans un pays, ils n'ont pas forcément de job exaltant à faire. Ils ont parfois pas leur place dans la société organisée du travail. Alors, ils font des petits boulots et puis certains tournent mal. Mais quand ils arrivent par centaines de milliers, comme c'était le cas des Irlandais sur la côte est des États-Unis, eh bien, il y en a plus que certains qui tournent mal. Pareil, quand il y a eu le grand départ des Juifs de l'Empire tsariste, quand ils ont fui au moment où on les refoulait vers ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine et les pays baltes, enfin toute la zone frontière, quoi, et qu'ils ont préféré prendre les bateaux et aller aux États-Unis, pendant bien des années, c'était eux qui étaient dans les familles mafieuses pour s'occuper des affaires de finances, etc. Meyer Lansky, Bugsy Siegel, etc. Donc, et la génération d'après, ok, ils étaient médecins ou psychanalystes, quoi, ça allait très bien, ou avocats. Donc, la première vague de migration, il y a toujours un problème d'ajustement. Donc, alors, est-ce que ça ne va pas dans le sens de ceux qui nous expliquent que c'est des raisons sociales, en fait, qui poussent à la délinquance ? Mais c'est au départ des raisons de heurts, de chocs de deux cultures avec des gens qui ne sont pas encore au courant des règles. Ça n'a en tout cas rien d'ethnique. Vous mettez des Suédois dans cette situation-là, il y aura le même bazar. Ça, c'est certain. Il y a des fois où on peut penser, par exemple, que les triades, c'est plutôt des Chinois, les Yakuza, plutôt des Japonais, la mafia albanaise, surprise, est peuplée d'Albanais. Mais là, c'est simplement un phénomène d'ajustement entre des cultures et des civilisations. Ça peut se résoudre plus ou moins vite. Ça se résout mieux quand les immigrants viennent de pays du même bassin culturel. Exemple, les Polonais dans le nord de la France. Exemple, les Italiens dans le sud de la France. Il y a eu des petits heurts, etc. Mais après, 10 ans après, on n'en parlait plus, c'était en ordre. Mais ce qui est extraordinaire dans le cas de la France, c'est que, sachant sciemment qu'ils étaient incapables d'intégrer des individus en trop grand nombre, on a quand même continué à les accepter par des quantités franchement déraisonnables, quoi. En disant oui, mais pour le travail, alors si c'est pour le travail, pourquoi ils sont au chômage, quoi.
Enfin, je sais pas, c'est des questions qui tombent sous le sens et qui sont évidentes, mais on a accepté de laisser rentrer sur le territoire français des gens qui maintenant durablement posent des problèmes de délinquance, parce que quand les braves gens du Monde et de Libération disent oui, mais dans les statistiques, il y a 27% d'étrangers, et ceux qui viennent d'avoir la nationalité française et qui sont... On arrive à une très vaste majorité. Et dans ce qu'on appelle la délinquance de voie publique, c'est-à-dire ce qui se fait dans la rue, les sacs à main, les machins, les cambriolages, etc., dans les grandes métropoles, on en est à 9 sur 10. C'est-à-dire étrangers ou issus de l'immigration. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, on a vu également un point très précis des questions d'immigration refaire surface dans le débat, c'est le fameux OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, puisqu'on sait que l'agresseur, enfin la meurtrière de Lola était frappée par une OQTF. On a également vu à Marseille un viol qui a eu lieu en pleine nuit, où pareil, c'était aussi un criminel qui était frappé par une OQTF. Et donc ces obligations de quitter le territoire français, elles sont visiblement délivrées. Il ne se passe rien derrière. Évidemment. C'est-à-dire que les France Info, c'est merveilleux. Il faudra les inventer s'ils n'existaient pas, parce qu'ils agacent tellement les gens. Mon souhait est qu'ils continuent et qu'ils en rajoutent. Alors la dernière fois, ils ont dit vous vous rendez compte, Jordan Bardella, il a dit qu'il y avait 90% des OQTF qui n'étaient pas exécutés. Eh bien, il a menti, c'est 94%. Au lieu de dire, il a été modeste, etc. Non, voyez, bref, ce genre de sottise. Donc, c'est entre 95 et 92 et 90, mais c'est 9 fois sur 10, pour rester gentil, que ces obligations sont facultatives. Voilà. Et les gens restent sur place et continuent à commettre des infractions. Là aussi, je le répète souvent, la base de la criminologie, c'est enfantin. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Eh bien, quand on ne les arrête pas, ils continuent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, être en France dans une situation irrégulière, c'est déjà enfreindre la loi, d'une certaine façon? Évidemment. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une incitation, ou du moins la démonstration qu'en France, on peut enfreindre la loi sans aucun problème? Oui, réponse oui. Réponse oui, clairement oui. On vient là, on fait ce qu'on veut, on se suit les pieds sur tout le monde, et puis on en fait qu'à nos têtes. C'est ma cité, je suis chez moi. Voilà, c'est ça, quoi. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on a reproché à Jordan Bardella d'avoir évoqué 90% des OQTF non respectés, mais ce n'est pas les chiffres de Gérald Darmanin, qui pourtant devrait être bien informé, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, je crois, il me semble, depuis quelque temps. Il a expliqué que la France était le pays qui avait expulsé le plus d'étrangers en situation régulière en 2021. La capacité, maintenant on peut le dire, quasi maladive, de cet individu à mentir est telle qu'un jour, ça ne se terminera pas bien. Il n'est pas possible de se moquer à ce point-là, d'abord de la représentation nationale, c'est-à-dire il y a quand même vaguement des gens qui sont élus dans ce pays, à qui il s'adresse des fois, et puis du public, des citoyens français. Alors, quand on reprend le tweet en question de M. Darmanin, qui fait une ligne ou deux lignes, on a là-dedans 5 ou 6 catégories de mensonges différents, plus éhontés les uns que les autres, qui font qu'au bout du compte, ce qu'il a dit n'a aucune espèce de point de rapport avec la réalité. C'est faux et c'est totalement bidon. Et il l'ignore ou il le fait exprès? Je ne suis pas son confesseur, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il est lancé dans une espèce d'entreprise délirante d'être le nouveau Sarkozy, mais enfin, il faut avoir d'abord... L'autre avait au moins un peu de talent, quoi. Enfin, il y avait quand même... Quand Sarkozy disait des choses, il y en avait au moins sur le tas un certain nombre qui étaient réels, qui avaient le contact avec la réalité. Là, aucun point de rapport. Je vais prendre les choses point par point. Un seul tweet d'une ligne et demie. Qu'un seul tweet d'une ligne et demie demande 10 minutes de réfutation en disant ça c'est faux, ça c'est pas juste, ça c'est... ouais, c'est inouï. D'ordinaire, on dit non, c'est pas vrai, voilà pourquoi, boum. Alors là, qu'est-ce qui est faux ? Premièrement, ce qui présente comme les statistiques de la France d'expulsion en 2021, ce sont les statistiques d'un organisme de l'Union européenne qui recueille des statistiques pour toute l'Union européenne, qui s'appelle Eurostat.
Quand il a publié les statistiques en question, Eurostat a précisé, je vous lis, Eurostat prévient que les chiffres en question contiennent d'un pays de l'Union européenne à l'autre des divergences dans la méthodologie, l'unité de mesure ou la date d'extraction. Et en plus, quand Eurostat donne ces chiffres-là, on en ignore les sources précises. Eurostat ne dit pas ça vient de tel ministère, tel machin, etc. Donc Eurostat on compare des chiffres qui ne sont pas comparables, du coup ? Attendez. L'année 2021, c'est bidon. C'est-à-dire qu'on a pris un trimestre et on a multiplié par 3, mais qui... c'est pas de la statistique, là, c'est du wishful thinking, c'est du désir. Voilà. Qui vous dit que le deuxième trimestre ou le troisième, quatrième seront exactement pareils que les 3 précédents. Donc le chiffre en question, il est déjà très approximatif. L'année 2021 en question est très inhabituelle en termes statistiques. Il y avait encore des interdictions de ceci, des fins de confinement, des restrictions de circulation, etc. Et comme les expulsions se font par avion, parce qu'ils viennent de pays étrangers où on ne peut pas les amener à vélo, hein, donc ça veut dire que déjà l'année 2021 est très inhabituelle. Alors dans l'année 2021, vous avez des chiffres en ce qui concerne la France qui sont douteux parce que c'est un trimestre multiplié par 3 égale une année. Ensuite de quoi, quand vous prenez les autres pays avec lesquels ils comparent, c'est-à-dire l'Allemagne, etc., les statistiques en question, elles ne sont pas extraites de façon communautaire, elles sont extraites de façon nationale. Ce qui fait que la façon qu'a l'Allemagne de calculer le nombre de gens qu'ils expulsent par l'Italie, etc., est différente de celle de la France. Ce que fait M. Darmanin, on vous a dit à l'école à 4 ans qu'il ne fallait pas le faire, ça consiste à multiplier des trombones avec des fixes chaussettes, quoi. C'est-à-dire comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ensuite, les chiffres de M. Darmanin et donc, sont impossibles à comparer comme il le fait sur l'année 2021, mais quand on prend les années antérieures, toutes les années antérieures de 2020 à 2012, c'est-à-dire l'année 2012, 2013, etc., la France est en 4e ou 5e position. Donc c'est le nombre de biais par lesquels les chiffres de M. Darmanin sont faux est hallucinant. Son truc est entièrement bidon, quoi. Voilà. Alors, c'est toutes les semaines qu'on a des choses comme ça, à peu près aussi fausses. Et le ministère de l'Intérieur a fini de pouvoir être considéré en se pliant à ces injonctions de M. Darmanin ou de son cabinet. Hein. Je ne suis pas là pour savoir qui incite les autres à mentir. Mais ce ministère est en train de perdre sa crédibilité à vitesse grand V. À savoir que bientôt, les gens diront « Ah, bonjour, c'est des statistiques à la Darmanin, etc. » Voilà. Donc, systématiquement, tout est faux. Même Libération et même Le Monde commence à couiner que ça va peut-être un peu trop loin, que c'est pas exactement comme ça qu'on devrait informer les gens. C'est entièrement faux. Comment voulez-vous faire confiance à des zèbres pareils, quoi ? Alors, je vous posais tout à l'heure la question de savoir s'il mentait sciemment. Vous m'avez répondu que vous n'étiez pas son confesseur, mais ma question portait sur le fait que le ministre fasse de la communication, on y est habitué. Simplement, est-ce que ce tweet a vocation à faire de la communication ou est-ce que le ministre est tenu à l'écart des réalités de ce pays et de la sécurité de ce pays, et ce qui expliquerait donc qu'il ne prenne pas en charge le problème ? S'il y avait un facteur de mensonge dans son tweet, ça pourrait être une erreur. Mais là, c'est quand même une pile, c'est une accumulation. Combo, donc, comme on dit. Oui. Alors moi, c'est pas possible qu'ils ne le sachent pas. Je pense qu'ils sont paralysés par la bienséance, qui sont paralysés par leur directeur de la com qui dit « Oh là là, tu vas perdre un point dans les sondages, arrête, tu ne peux pas parler de ça, etc. » Ils sont paralysés par le politiquement correct et donc ils sont sans doute conscients de la réalité du problème. Il m'est arrivé de parler à des gens qui voyaient de près M. Macron, par exemple, et qui l'ont trouvé sur le verdict, sur le diagnostic assez lucide. Mais dès qu'il s'agit de faire quoi que ce soit, enfin, vous avez eu l'autre terme pour expliquer le bazar dont on vient de décrire un certain nombre de symptômes, c'est la politique de la ville. Quand M. Macron est arrivé, il a fait une commission, il a créé son comité Théodule pour la politique de la ville, et après ça, il a assisté à 1 ou 2 séances.
Quand il a soulevé le couvercle, quand il a vu ce qu'il y avait dans la marmite, ouf, il a viré le pauvre Borloo, il a dit on touche plus à ça, etc. Et puis depuis, il se tient soigneusement à l'écart. Et depuis, ça déborde de plus en plus. Mais évidemment, évidemment, tout le monde sait, enfin, un enfant de 4 ans moyennement doué comprend très vite que si c'est un bobo, il passe tout seul, si c'est grave, ça s'aggrave, quoi, évidemment. Et là, c'est pas un bobo. Comprenez par exemple que la semaine dernière, aux Minguettes à Vénissieux, il y a eu des flics qui sont fait caillasser. Aux Minguettes, c'est là la marche des beurs, Mitterrand, 81. Ça fait 41 ans que ça dure. Comment, au nom du ciel, peut-on laisser des problèmes s'enquister, s'aggraver, pourrir, etc. pendant 41 ans? Pourquoi on les paye? Gouverner, c'est prévoir. On sait ça depuis le 19e siècle. Qu'ont-ils prévu? Qu'ont-ils fait? Rien. Et donc, petit à petit, en vertu, répétons-le, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Il y a des tâches comme ça qui sont déjà complètement gangrenées. Si on ne les arrête pas, ils continuent. Ils prolifèrent et puis ils gagnent sur les... C'est la raison pour laquelle ça s'élargit autour des tâches, des zones hors de contrôle, ça s'élargit. Et vous savez pourquoi ça s'élargit? Je ne pense pas qu'on n'en ait jamais parlé, mais là c'est important qu'on le sache. Les bandes, alors d'abord, évidemment, ce qui se passe quand il y a une prolifération de trafiquants de drogue, une prolifération de braqueurs, une prolifération de cambrioleurs, etc., c'est, on a dans le cadre de ce qui s'appelle le crime organisé. Ce n'est pas un individu tout seul qui fait ça, ce sont des bandes ou des gangs. Vous avez vu que, pensant éloigner le problème en n'en parlant pas, Le Monde et Libération et d'autres, ils n'emploient plus jamais le terme de bande et de gang. Ce sont des équipes, ce sont comme ça des trios, potes, ou des, voilà, comme vous savez, le trio machin au cirque et tout. Là, ils n'emploient plus le bande et gang, ça n'existe plus. Ce sont des équipes ou des réseaux. Ah oui. Comme EDF. Hein, vous voyez, il y a un réseau électrique, alors il y a un réseau de racailles là qui... Voilà, non, ça n'existe pas. Cela dit, parfois les bandes aiment bien les réseaux EDF aussi pour le... Exactement, pour piquer les câbles. Donc, c'est pas les câbles d'EDF parce qu'on peut s'électrocuter, c'est les câbles de France Télécom. Oui, c'est mieux. Donc là, on est dans cette logique-là où il y a des bandes et des gangs. Qu'est-ce que c'est qu'une bande ou un gang? C'est une douzaine d'individus rassemblés autour d'un chef. Le chef en question, il est le chef parce qu'il nourrit les autres. Il les amène sur des coups et à la fin, on partage. Voilà. Mais c'est pas l'Académie française, une bande ou un gang. C'est pas un couvent. À savoir que la direction de la bande est fondée sur des critères d'avidité, de toujours plus, etc. Si à un moment donné, le gang, le chef du gang décide, on a bien, cette mois-ci, on a bien vendu la drogue, etc. On va ralentir un peu parce que les flics nous rôdent autour. Cette machine-là n'a pas de frein. S'il commence à dire ça, les autres vont lui casser la gueule ou le tuer, et puis en nommer un qui va en prendre un comme chef qui est plus offensif. Donc la bande ou le gang est un véhicule qui n'a pas de frein, qui ne peut pas en avoir. Exemple illustre, Pablo Escobar a des milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? À un moment donné, il avait de quoi racheter toute la dette de l'État colombien, quoi. Donc pourquoi il ne s'arrête pas? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il a bien conscience que son histoire, elle va mal finir à un moment donné, mais un futur inquiétant, c'est moins dangereux qu'une mort immédiate. Si jamais il dit qu'il se met sur le côté, il est buté tout de suite et on en nomme un autre. Ils ne peuvent pas. Le monde criminel ne peut pas être raisonnable. Il faut être un bourge comme M. Macron pour le penser une seule seconde. La bande ne peut pas être raisonnable. On le sait. On le sait depuis ce merveilleux livre qui est le livre de la jungle. Quand le loup commence à faiblir, la meute de loups le bouffe et il y a un autre chef il ne peut pas y avoir deux chefs, mais il faut un chef qui nourrit les autres, qui les gave, qui les gorge. Et à partir du moment où ça n'est plus le cas, eh bien, on le met sur le côté, on le tue, on le vire ou on lui casse la figure et on en prend un autre. Donc, ce que attend
Monsieur Dupond-Moretti, le pauvre, et ce qu'attendent M. Darmanin, ce qu'attendent M. Macron, des jeunes des cités qui se tiennent calmes, etc., c'est impossible, ça n'arrivera pas. Ça n'est pas possible. C'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, du plus brutal, eh bien, ça veut dire que ça continue toujours et ça comment dire, ça croît et ça s'aggrave. La seule manière d'arrêter ce cycle-là, c'est l'arrestation. Des fois, quand on les met 2-3 ans en prison, la poussière retombe, ça se calme un peu, ils prennent un peu conscience, mais sur le champ, ils ne le peuvent pas. En plus de ça, ils ne marchent pas qu'à la vitelle, hein, c'est des gens qui se droguent, etc. Donc, ils sont en ébullition tout le temps, et l'idée de se calmer les effleure rarement. Mais quand ça les effleure, ils sont éliminés et remplacés par d'autres plus brutaux. C'est la raison pour laquelle il faut, à un moment donné, casser ce cycle-là, et c'est la raison pour laquelle on a inventé l'État de droit a inventé dans sa grande sagesse un endroit où on est au calme, on a le temps de réfléchir 20 heures par jour quand on ne dort pas, qui s'appelle la prison. Ce n'est pas destiné à punir les gens, la prison elle est destinée à 2 choses, c'est-à-dire diminuer la quantité de criminels qu'il y a à l'extérieur. Quand un criminel, alors ça, la pauvre défenseuse ou défenseur, ou je ne sais pas comment il l'appelle, des droits, elle n'a pas encore réfléchi à ça. Quand un individu est en prison, il ne peut pas commettre de crime à l'extérieur. Et donc, ça soulage la population d'une certaine quantité criminelle. Ils ne sont pas tous dehors en même temps. Et en dehors de ça, c'est destiné à lui permettre de se calmer. Hein ? On a le sentiment quand même dans ce que vous nous expliquez que ces politiques ne prennent pas bien conscience du phénomène auquel ils assistent. Est-ce que, c'est un peu populiste ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est pas eux qui en souffrent ? Parce que globalement, Gérald Darmanin, il se fait pas faire les poches par des pickpockets, ses enfants sont pas confrontés à des horreurs comme ça peut être le cas à Roanne ou à Paris ou C'est plus... Je pense que la réalité se situe à un plan, dans l'échelle de la société supérieur à celui que vous dites. Darmanin vient de la droite nationale. J'ai un de mes amis qui l'a connu, qui a fait ça, on en parlait encore ce matin, c'était le porte-coton de M. Van Est, qui n'était pas dans les députés dans le Nord le plus à gauche possible et imaginable. Et avant, il fricotait autour de l'Action française. Donc lui, c'est un converti, c'est un relapse. Donc il s'est mis dans le monde des bobos, etc. Et c'est un monde qu'il dépasse. Personnellement, c'est pas quelqu'un qui a la profondeur de la pensée, où il prend la mesure des choses, etc. Donc il est tout ébloui par l'endroit où il est. Chez Macron, c'est plus réfléchi, à savoir qu'il est dans le monde de la banque et que son horizon intellectuel, son horizon indépassable, comme disait Jean-Paul Sartre. Vous vous rendez compte, je cite Jean-Paul Sartre à TV Tout Liberté. arrive. Wow, hein. Xavier Hofer cite voilà. Jean-Paul Sartre sur TV. C'est l'horizon indépassable. C'est-à-dire son horizon indépassable se situe à mi-chemin entre Wall Street d'un côté et la City de Londres de l'autre. Donc, tous ces gens qui, par conviction idéologique ou par agrégation, comme M. Darmanin, sont dans cette idée-là, pour eux, tout ce qui relève du régalien, tout ce qui relève de l'État-nation, tout ce qui relève de la sécurité, c'est néandertal. C'est des trucs qui ont plus cours maintenant, c'est des trucs de petits vieux. Et donc, quand on leur parle de ça, ils vous regardent comme si vous étiez zouave pontificale ou... voilà, j'ai un truc dans ce goût-là. Pour eux, c'est plus... à quoi ça sert ? Donc, quand... des gens se rebellent contre cette espèce de monde ouvert à tout, où tout le monde pille tout le monde, mais pas eux, parce qu'ils sont à un niveau où la sécurité est assurée. Ils vous regardent avec intérêt en disant « Ah bon, mais comment est-ce possible ?» Sincèrement, ils sont étonnés que ça existe encore, voyez-vous. Qu'il y ait encore des gens qui pensent de manière, d'après eux, d'après M. Macron, Darmanin et consorts, que la vie des gens importe, que ces choses-là soient graves. Je vais vous donner un exemple. Ceux-là dont je viens de vous parler, tous les jours, ils insistent sur le fait qu'il faut faire des économies dans tous les domaines de l'énergie. Et donc, il y a une insistance très forte à ce que les gens, par exemple, fassent du vélo.
parce que le vélo, d'abord, c'est bon pour la santé, et puis deuxièmement, ça consomme peu ou pas d'énergie fossile ou autre. La France est le pays dans lequel on vole le plus de vélos en Europe. L'année 2021, on a volé 347 000 vélos en France déclarés. Chiffre noir, tout ça. Bien voilà. sûr. On vole en France, pour vous la jouer brève, à peu près 1000 vélos par jour, tous les jours de l'année. Quand vous prenez la comparaison avec les pays voisins, par exemple, évidemment, un vélo volé pour 100 000, on ne va pas en termes absolus, ça n'a pas de sens de comparer la France avec la Belgique, etc. On vole 20 fois plus de vélos en France qu'en Belgique et en Suisse. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que les gens qui ont des vélos, c'est des petites gens, et donc il n'y a pas de lobby des possesseurs de vélos. Donc ces choses-là, ces infractions-là, vous vous rendez compte, un vélo, c'est quand même des sous, quoi. Alors après ça, le lendemain, vous ne le trouvez plus, vous trouvez le truc cisaillé et votre vélo a disparu. Pour une famille, c'est un problème. Voilà. Mais ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas de lobby et que dans les dîners en ville de M. Darmanin ou de M. Dupond-Moretti, il n'y a pas de gens qui disent « Ouais, c'est dégueulasse, je me suis fait piquer mon vélo, etc. » Ils sont à l'abri de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle... Et les médias n'en parlent pas non plus, d'ailleurs. Non, parce qu'on s'en fout des vélos. Non, bien entendu. Moi, j'ai fait un article là-dessus récemment. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah bon, mais comment ?» Des profs d'université, pas des clampins. Mais où tu as eu ces chiffres ? C'est les chiffres des statistiques françaises, des statistiques belges et des statistiques suisses. Il suffit d'y aller. Maintenant, c'est sur Internet. On n'est pas obligé de prendre le train. C'est facile. Il suffit de comparer des choses comparables. Et la quantité de vélos volés par 100 000 habitants en France est énorme. Et elle est très moyenne en Belgique et ridicule en Suisse. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Ça montre à quel point ils s'en foutent, quoi. Et cette dégringolade que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut la stopper ? Est-ce qu'on peut redresser la barre ? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est déjà tombé trop bas pour qu'on puisse encore faire quelque chose ? La politique, partout et toujours, pas uniquement chez nous, pas uniquement à cette époque-ci, c'est une façon, ça repose sur une seule activité, c'est décider, la décision. La décision politique, c'est tout. Voilà. Si vous ne décidez pas, il ne se passe rien. Si vous décidez et si vous appliquez, tout change. Pas citer de philosophe un peu difficile à comprendre, mais la décision est un facteur dont le temps se situe dans le futur et non pas dans le passé. Quand vous prenez une décision, vous affectez les choses dans le futur. Vous décidez que le vol de vélo, ça suffit, vous affectez le futur de tous les gens qui, jusqu'à présent, se faisaient voler les vélos. Donc, la décision, c'est quelque chose de décisif. Et en matière de sécurité, de décision, il n'y en a aucune, de décision appliquée. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans tomber sur des phrases « Monsieur Darmanin va »,« Monsieur Darmanin veut ». Clémenceau, qui était un peu féroce comme homme, qui était des fois un peu cruel, disait « On reconnaît les discours de Monsieur Jean Jaurès au fait que les verbes, ils sont toujours au futur ». Voilà. C'est ce qui est un peu vache, quoi. Mais c'est pareil. Là, ils vont faire des trucs. Alors, en 2024, ceci. En 2024, cela. Monsieur Macron va à Marseille. Si vous me réélisez, je ferai ça. Oui. Non, mais et puis, une fois que c'est fait, c'est demain, on rase gratis, quoi. Quand monsieur Macron va à Marseille, il dit ici, vous voyez, le caillou qui est posé par terre, bientôt, il y aura un commissariat. C'est que des pitreries comme ça où on annonce que, ouais, demain, on rasera gratis. Donc, c'est... là aussi, une manière d'exprimer les choses en philosophie, une décision ne se prend pas en bavardant à son propos, mais en agissant de telle manière que ne pas prendre de décision revient à la pire des décisions possibles. Voilà, c'est simple. Quand on ne prend pas de décision, le pire est assuré. Alors, à l'heure actuelle, pourquoi ils font ça ?
parce qu'ils n'ont pas de fric, et donc là, ils prennent des millions ici, les appliquent là, etc. Pareil, on envoie les CRS ici, on les envoie là. Mais naturellement, on est en train de poser des rustines sur un Zodiac, un bateau à tuyaux, là, qui a plein de trous. Un bateau semi-gonflable qui a plein de trous. Alors, il y a on met une rustine ici, on met une rustine là, on n'arrive à rien. Donc, à l'heure actuelle, nous avons affaire à des gens désemparés. La pitoyable réponse, vous essayez de récupérer, il y a une gamine qui est tuée, s'en indigner, c'est récupérer, mais récupérer quoi ? C'est stupide et consternant même. Voilà, donc les gens qui essayent de faire remarquer poliment que ça ne va pas très bien et qu'on pourrait peut-être faire mieux, ils récupèrent. Il devrait avoir honte, surtout le Dupond-Moretti, là, lui, celui-là. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il s'indigne après les trucs du style « monsieur, peut-être », etc. Enfin, la dame en question, qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Et quel est le motif sur lequel il s'indigne ? Il s'indigne, vous allez voir qu'on va encore dire que c'est de ma faute. En réalité, c'est lui qui plaint. C'est ça. Quel triste personnage, hein, vraiment. Quelle honte, c'est sur le... fait des effets de manche, ces gens-là montent sur le cercueil d'une enfant, etc. Quelle honte! Mais quelle honte! Parce que le phénomène vraiment scandaleux, c'est d'avoir créé les conditions sociales dans un pays dans lesquelles on ne peut plus envoyer une gamine chercher le pain. C'est ça qui est scandaleux. Merci beaucoup Xavier Hofer pour ce tableau pas très reluisant, il faut bien le dire, de la sécurité en France depuis quelque temps. Alors, vous savez, il faut pas être dans la récrimination indéfinie. Je pense qu'il y a moyen d'arranger les choses. Il y a moyen d'arranger les choses simplement, par la décision. Hein, et invitez-moi une autre fois, on parlera que des choses positives, c'est-à-dire que des choses qu'il faudrait faire, premièrement ceci, deuxièmement ceci, troisièmement ceci. Je ne tire pas ça de ma petite jugeote. Hein. Je parle avec des gens, je parle avec des généraux de gendarmerie, je parle avec des commissaires de police, je parle avec des gens. Ils ont des solutions, eux. Hein, des choses simples, efficaces et qui marcheraient. C'est-à-dire que si on appliquait ces solutions-là, la criminalité des rues, évidemment, la criminalité en col blanc, c'est autre chose. Évidemment, les atteintes à l'environnement, c'en est une autre. On ne parle pas de ça. On parle de la délinquance de voie publique et de la criminalité de voie publique. Là, 6 mois, 50% de moins. Ils sont tous d'accord là-dessus. Parlons-en un jour, vous verrez, c'est simple. Il y a une checklist, là, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Si ça s'est fait, ça s'arrange. Et bien au moins des perspectives un peu plus réjouissantes. Merci beaucoup Xavier Hofer, merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, commentez, partagez et cliquez sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.